Quand j'ai été faire le permis à Bienne, moi tout ce que je me suis dit c'est cool, ça me fera un papier en plus. Donc j'étais vraiment là dans cette optique juste d'un point de vue professionnel en fait. Je m'attendais pas à découvrir cette passion par la suite et de découvrir un nouveau monde et toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi en fait. Bonjour Cynthia, Bonjour José. je pense qu'aujourd'hui tu vas nous permettre de prendre un peu de hauteur, Exactement. même si on est bien installé, Ouais. bien assis. Très bien, alors parle-nous un peu de toi. Alors moi je m'appelle Cynthia et je suis en dernière année de Interactive Media Designer à l'ERACOM. Et moi j'ai cru comprendre qu'il y avait quelque chose qui te plaisait particulièrement, une passion que tu voulais partager avec nous. Ouais, absolument, c'est les drones. Ok, ça c'est génial. Les drones. Ouais. Dis-moi, comment ça t'est venu Alors tout ça? la première fois que j'ai piloté un drone, j'avais à peu près 24 ans. J'étais à Vevey et à l'époque j'étais dans une mesure de réinsertion qui s'appelle Initio. Et un de mes supérieurs m'avait proposé justement de tester le drone parce que je m'intéressais déjà à la vidéo et c'était quelque chose que je voulais professionnaliser en gros. Et du coup on est monté sur le toit de l'immeuble et il m'a expliqué les mesures à prendre au décollage, à l'atterrissage, comment piloter le drone. Et ensuite on a décollé. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce décollage? Au début j'étais très stressé. Et j'avais peur parce que je me suis dit quand même que c'est un engin qui coûte cher et puis que ça peut être dangereux si on l'utilise mal. Mais à partir du moment où j'ai décollé, franchement, c'était incroyable parce que j'ai vu Vevey d'une manière totalement différente de ce qu'on peut la voir normalement. Et après 10 minutes de vol, on a eu la compagnie de mouettes qui ont commencé à vouloir attaquer le drone. Et là, du coup, c'était de pas paniquer et de le faire atterrir au plus vite pour éviter justement de les blesser, elles. Ouais, ça c'est un classique il me semble, les mouettes et le drone, surtout dans les premiers vols. Ouais. Et c'est toujours au pire moment où elles arrivent. Exactement. Et du coup, là, pour revenir un peu sur le drone que tu nous parles, parce que là, tu nous parles de drone. Mais est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Quel genre de drone, là, tu parles? Parce que en tête, moi, je pense à drone. Je pense des fois même à armée. Voilà, parce qu'il y a les drones d'armée. Dis-nous un peu plus spécifiquement quel genre de drone tu nous parles maintenant. Alors là, à l'époque, c'était un drone qui était... Il n'y avait pas encore toutes les lois qu'on a aujourd'hui. Aujourd'hui, pour piloter des drones de plus de 250 grammes, il faut un permis. Donc, il me semble que c'était un drone qui pesait à peu près 350 grammes et puis qui avait une télécommande avec un écran dessus. Et du coup, c'était quoi? C'était un... Comment on les appelle? Les quadricoptères? Quadrihélices? Ouais, il y en avait 4. Oui, c'est pas le seul type de drone qu'on peut voir passer. Non, c'est sûr. Il y a plein de drones différents. Il y en a avec 4 hélices et il y en a avec 8. Oui. Donc, après, ça dépend aussi de ce qu'on veut faire. C'est vrai que les 8 hélices, c'est des drones qui sont beaucoup plus gros. Puis j'ai vu aussi qu'il y avait les drones qu'on utilise pour l'agriculture, pour la recherche de victimes ou bien pour la reconnaissance à l'armée. Ces drones qui ressemblent en fait à des B-2, ces avions américains furtifs qui ont une forme un peu triangulaire. Il y a aussi ça qui existe, qui ont des caméras thermiques qui permettent de voir si un champ était bien sulfaté, si un feu a bien été éteint. Ouais, et il y a aussi beaucoup les chasseurs qui utilisent ça pour repérer leur gibier ou les gardes forestiers aussi. Ouais, car ils sont très furtifs. Ouais, ouais exactement. Ils ont une toute petite hélice, ouais, c'est tout, à l'arrière. Exactement. C'est vrai que c'est pratique pour ça, ouais, c'est vrai. Mais toi, tu parles que des quadricoptères. Exactement. Ces engins qui nous permettent de filmer et de faire des images belles. Exactement. Tout ça, ouais. Donc on va plutôt se tourner vers le côté artistique. Alors, toi, ce que tu me parlais, c'était prendre la hauteur qui t'avait plu. Qu'est-ce que tu as vu de différent en hauteur? En fait, c'est le côté des perspectives qui change énormément. Le fait de voir Vevey depuis en haut et non depuis en bas, ça donne un tout autre aspect. Ça la rend magnifique d'une autre manière, en fait. Tout ce qui te paraît grand, peut-être un trajet d'un endroit que tu connais à un autre endroit que tu connais, quand tu es en hauteur, il n'est pas pareil, non? Ah non, c'est sûr. Quand tu es en haut, tu vas beaucoup plus vite. Parce que tu ne dois pas passer par tous les petits chemins, faire des détours et tout ça. Oui. Le kilomètre paraît un petit vol d'oiseau, et là, c'est le cas de le dire. Exactement. Alors, tu m'avais parlé de cette première expérience de vol. Mais en fait, là, c'est ta découverte du drone. Oui. Tu avais pu filmer cette fois-là? Là, on n'avait pas filmé, c'était vraiment pour tester. En vue d'une deuxième session plus tard. Sauf qu'on n'a pas eu l'occasion de refaire. Et du coup, depuis début 2024, j'ai pas eu l'occasion de repiloter des drones, hormis des petits pour mes neveux. Mais c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Puis il n'y avait pas de caméra dessus, donc c'est vraiment des jouets. Et début 2024, mon entreprise a décidé de nous faire passer le permis, qui en fait permet de piloter des drones en dessus de 250 grammes. Et du coup, pour ce faire, on a dû remplir un questionnaire sur le site de la Confédération helvétique, UAS Gate. Et en fait, c'est un QCM de beaucoup de questions techniques
théorique. Suite à ça, on a été sur le site du TCS à Bienne, où on a eu 2 jours de pratique. On nous a donné aussi un papier en plus pour vraiment attester des compétences. Donc maintenant, tu es capable de piloter des drones lourds, maintenant. Ouais, jusqu'à 25 kilos. Ouais, donc tu es capable de piloter des drones qui sont à multi-pilote, pilote plus opérateur pour une caméra, ce genre de choses. Parce que c'est vrai que un aspect que je trouve difficile dans une prise de vue de drone, c'est de faire bouger le drone et en même temps faire bouger la caméra pour avoir l'angle de vue qu'on veut, le plan qu'on veut. Exactement, surtout que dans la loi, c'est obligé de toujours avoir un œil sur son drone, Oui, dans le ciel, et d'avoir un œil sur l'espace aérien. Donc c'est toujours conseillé de faire voler un drone pour faire des belles images à deux. Un oui, qui surveille le ciel et l'autre qui fait ses images sur la télécommande. oui. C'est pour ça que c'est pas mal ces gros drones qui permettent juste d'avoir une personne qui bouge juste la nacelle de la caméra pendant que l'autre s'occupe de son drone. Donc là, tu nous parles de redécouverte, mais après, quand tu me parlais avant de moments pour soi, tu avais découvert encore une autre façon de faire du drone. Oui, justement, quand j'ai eu mon permis, ça m'a permis de m'intéresser plus. Et c'est devenu un peu une passion. Et du coup, je me suis énormément renseigné sur tous les drones que je pouvais piloter. Et j'ai découvert les drones FPV, qui sont des drones en fait qui sont avec des lunettes VR, donc qui permettent de voir ce que le drone voit par la caméra. Et du coup, ça, c'est une expérience incroyable. En fait, tu as un drone Mhm. et tu mets des lunettes. Exactement, des lunettes VR. Des lunettes épaisses, donc du coup, qui te bloquent totalement la vue, Exactement. à part ce que la caméra du drone voit. Exactement. D'accord. Ce drone-là, donc, il est pas si différent finalement, non? Contrairement aux autres qu'on trouve souvent sur le marché, les hélices sont protégées. Ah bah oui, ça change Mhm. beaucoup du coup. Oui. Du coup, il est plus solide et il y a moins de risque de crash. Mais la sensation de vol est près pareil, sauf que tu as devant les yeux ou ça change quelque chose? Avec le FPV, l'immersion est beaucoup plus présente. Donc FPV, tu vois ce que le drone voit et tu voles, mais ça change quand même quelque chose, non? Tu as une sensation différente, tu ressens des choses différemment ou bien que de voir dans ta manette, dans l'écran intégré de la manette? Quand on regarde l'écran de la manette, on est un peu dissocié du drone, alors qu'avec les lunettes, justement, on voit vraiment ce que le drone voit et du coup, l'immersion, elle est beaucoup plus poussée. Et du coup, si on revient un peu à ce qu'il faut faire pour faire décoller un drone maintenant, après on reviendra sur ce drone FPV. Mais déjà pour un peu plus se comprendre, qu'est-ce qu'on doit faire attention, qu'est-ce qu'on doit faire quand on arrive quelque part avec un drone. Par exemple, si je veux aller à Lausanne, au parc de l'Ermitage, et faire décoller mon drone depuis le parc, je dois faire quoi? Alors la première chose à vérifier, c'est est-ce qu'on a l'autorisation de voler dans la zone. Mhm. Donc il y a des cartes qui sont disponibles sur le site de la Confédération suisse, Mhm. ou alors une application des TCS aussi. Et si on a l'autorisation de voler, la première chose à faire, c'est de regarder le temps. Mhm. Donc est-ce qu'il n'y a pas trop de vent, est-ce qu'il n'y a pas de pluie, tout ça. Et ensuite de vérifier l'état de son drone. Si les hélices sont en bon état, si les connexions entre la manette et le drone se font. Puis là, du coup aussi, tu dois vérifier ton environnement, donc où tu es avec ton drone. Exactement, oui. Ouais. Il faut que l'endroit soit dégagé. D'accord, ouais. Les endroits où tu n'as pas le droit de décoller. Il y a beaucoup d'endroits comme des zones, les prisons, Mhm. des tribunaux, et il y a aussi des lieux comme des réserves naturelles. Par exemple, tout le bord du lac de Villeneuve jusqu'à Beauvais, on ne peut pas voler, parce qu'il y a la réserve des Grangettes, qui est Mhm. proche de Villeneuve, et du coup, c'est toute une zone protégée. Et il y a plein de zones comme ça en Suisse, en fait, qui sont aussi naturellement protégées, donc il faut vraiment faire attention. Et des fois, il y a des zones qui sont accessibles, mais pour une raison ou une autre, à X moment, elles ne le sont plus. D'accord. Donc du coup, si je comprends bien, comme je disais avant, si je suis sur le parc de l'Ermitage, là, je ne peux pas faire voler mon drone parce qu'il y a le tribunal cantonal à côté. Exactement. Ça me rappelle une anecdote d'un ami qui avait fait décoller son drone dans une zone où il pensait être loin de l'aéroport de Payerne. Je ne sais pas si ça a été corrigé depuis, mais apparemment l'aéroport de Payerne avait des esclaves de zone aérienne un peu plus loin de l'aéroport. Mon ami était dans cette zone esclave de l'aéroport de Payerne et il s'est fait arrêter et amener à l'aéroport par la police militaire. Ah oui, ouais, non, c'est Et très donc, réglementé. Ils lui ont même pas laissé atterrir son drone. Son drone, il a dû se démerder tout seul et il l'a jamais retrouvé. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment attention à Voilà, où ouais. on décolle, en fait. T'es déjà senti en danger pour toi ou ton drone, à part l'histoire des mouettes? Non, parce que je fais vraiment attention de vraiment regarder autour de moi, de regarder sur la carte et de vraiment faire en sorte que toutes les conditions soient là pour justement que l'expérience soit la plus agréable. D'accord. Si je veux revenir avec ce côté où tu dis qu'il faut être plusieurs personnes quand même pour faire un drone, est-ce que toi, tu fais ça tout le temps? Tu as toujours quelqu'un avec toi? Alors vu que je fais beaucoup du drone FPV, Mhm. je fais toujours en sorte justement d'avoir quelqu'un avec moi parce que vu que j'ai les lunettes, je vois pas le ciel en fait. Donc je peux pas voir s'il y a quelque chose qui arrive dans l'espace aérien où je suis en train de voler. Donc c'est obligatoire d'avoir quelqu'un qui puisse surveiller à ma place. Ou tout simplement autour de toi aussi? Exactement, ouais. Parce que dépend où tu es, il peut se passer quelque chose autour de toi. Je pense pas ici, mais Mhm.
On ferait ça dans un parc national aux États-Unis. Oui, c'est vrai qu'à tout moment, il y a un Il ours qui il y a débarque. des ours, voilà. Exactement. Il y a des ours, ici il n'y a pas, mais il faudrait qu'il y ait quelqu'un qui puisse aussi surveiller autour de toi. Exactement. Et ça, tu fais comment en fait? Tu as quelqu'un qui vient avec toi? Ouais, justement, je vais avec des amis. Et puis en fait, elles, bah, je les brief avant Mhm. des consignes de sécurité, de qu'est-ce qu'il faut qu'elles fassent s'il arrive quoi que ce soit. Pas qu'elles stressent non plus, parce que si elles stressent, bah, moi je peux stresser, et dans ce cas ça peut être dangereux. Et puis s'il m'arrive quoi que ce soit à moi aussi, donc où je sais pas, j'ai un malaise ou quelque chose comme ça, il faut qu'elles soient capables d'appuyer sur le bouton Return to Home, qui est Mhm. sur chaque manette de drone, qui permet au drone de revenir automatiquement là où il a décollé. Qui m'interpelle un peu quand même, c'est quand tu parles de ce drone FPV, on a donc des lunettes. Des lunettes qui nous font voir l'immersion de tout ça. Et bon, moi je suis pas très sensible à ça, mais je sais que des gens seraient très sensibles à ça. On n'a pas le mal de mer ou le mal de l'air avec ça? Alors, justement, la première fois que j'ai utilisé le drone FPV, bah, j'ai demandé à mes parents de venir avec moi. Parce que justement, j'avais peur de ça. J'avais peur d'avoir des vertiges ou ce genre de choses. Et qui de mieux que mes parents pour faire cette première expérience avec moi, parce que j'ai une confiance énorme en eux et puis je sais qu'ils seraient prêts à tout gérer. J'avais peur justement de cette sensation aussi de vertige. Et sincèrement, j'ai rien eu du tout. Parce que je me suis posé, j'ai fini par m'asseoir même carrément, Mhm. ce qui est le mieux à faire. Comme ça, on est vraiment stable. Et après, c'était juste incroyable. Il n'y avait aucune sensation négative. D'accord, ouais. Et puis, du coup, tu recommandes aux gens qui feraient ça, si tu devais initier quelqu'un, tu le ferais s'asseoir. Comment tu accompagnerais ces gens? La première chose, c'est trouver un endroit qui est assez dégagé, où il n'y a aucun obstacle, ou très peu. Vraiment se poser, être à l'aise. Et une fois que t'es bien, tu peux le faire décoller. Pendant le vol, juger si ton coup tu te sens pas bien. Comme ça, tu peux le faire revenir toi-même. Afin d'éviter cet effet vertige, comme quand on n'est pas tout à fait endormi. Exactement. Voilà. D'un coup, on se retourne, on se prend une branche ou une mouette. Donc maintenant, j'aimerais t'imaginer une situation. Moi, je me dis, ce que tu me dis, ça m'inspire à quelque chose. Je me dis, on pourrait, pourquoi pas, utiliser en formation ce drone. Parce que moi, ce que j'aime bien, c'est ce que tu dis, on doit se fier à quelqu'un et être 100% en confiance avec quelqu'un Ouais. pour gérer tout ça. Est-ce que toi, tu verrais comment jouer sur la confiance d'un groupe de personnes à qui on fait une formation? Comment on mettrait ça à bien, une formation liée au drone? Ce serait quoi les buts et objectifs d'une formation où on utilise le drone pour améliorer la confiance entre les personnes? Bah, je pense que ce serait bien de faire des équipes Mhm. pour, euh, pour justement chacun a un drone attitré à deux ou à trois. Et chacun a un rôle. Et Mhm. justement, le fait de se faire confiance l'un à l'autre dans le rôle qui est attitré à chacun, bah, ça permet de renforcer un peu la cohésion d'équipe et puis de développer ça. D'accord. Mais est-ce qu'on les lancerait tête baissée à l'utilisation d'un drone? Imaginons, on est dans une aciérie, on travaille dans une aciérie gigantesque avec un hangar énorme et on demande à un groupe qui ne s'entendent pas tellement entre eux de faire voler le drone d'un point A à un point B. Est-ce que ça, ce serait possible dans cette zone interne? Alors en interne, les vols sont possibles. On peut Mhm. faire voler dans les bâtiments, il n'y a aucun souci. Mais il y aurait la possibilité de justement faire un parcours où il y en a un qui guide et l'autre qui pilote. Et du coup, ça permet de renforcer un peu cette confiance parce que celui qui est à la télécommande est obligé de faire confiance à l'autre et vice-versa. D'accord. Donc, si on ferait un parcours qui permet de jouer sur ces renforcements de confiance, on pourrait avoir le pilote, quelqu'un avec un document avec éventuellement des tâches à faire et qui doit transmettre ces tâches au pilote de drone. Exactement. Ouais. Donc, tu vas de ce point A à ce point-là, tu fais une photo de cet objet ou Ouais, exactement, ouais. cet élément, revenir à ce point-là et ensuite atterrir À un endroit à un précis. endroit précis et puis ça ferait une activité. Ouais, Oui. exactement. Et puis si ensuite on aimerait faire passer ces gens entre un drone standard, là comme on a vu, et ensuite faire le même exercice avec un lien de confiance différent, on pourrait faire avec ce drone FPV. Pour une formation comme ça, le souci c'est qu'ils n'auraient pas forcément le permis. Donc ce serait compliqué de leur permettre de piloter un drone FPV. D'accord, ouais. Donc ça, ce serait pas possible. On pourrait pas les amener à tenter l'expérience des lunettes internes. Non, malheureusement pas. Ok, ouais. Si on voudrait travailler en formation avec un drone, on pourrait le faire tout à fait avec les drones standards de moins de 250 grammes. Exactement. D'accord. Donc si je comprends bien, le drone, quand tu arrives, parce que je pense qu'on n'a pas parlé de ça, Mhm. quand tu déploies un drone, si quelqu'un n'a aucune idée de comment déployer un drone, comment tu mets ça en place en fait? Parce que tout le monde en voit dans les airs, mais personne ne les voit ailleurs. Si on prend par exemple les DJI Mini, on peut se rendre compte que les hélices ne se déplient pas juste en les tirant dessus puis en les déplaçant vers l'avant. Il y a celles derrière, à l'arrière, il faut les faire pivoter en fait. Mhm. Et du coup, il faut éviter de forcer et il faut essayer de comprendre comment elles se déploient avant de vraiment tirer dessus comme ça. Oui, il me semble qu'on voit beaucoup de vidéos, des gens font directement
Voilà. au déballage, Mhm. ouais, qui le casse du premier coup. Donc, ouais, c'est pas quelque chose qu'on sort de la boîte quand on l'utilise comme ça. Non, Il clairement faut pas. vraiment comprendre comment il se déplie Ouais. pour pouvoir le faire décoller. Ensuite, quand tu le fais décoller, il se passe quoi en gros? Tu peux le faire décoller depuis de l'herbe, depuis une table, depuis... Oui, c'est bien d'avoir un point que tu as précis. Alors, je conseille d'avoir un point précis Mhm, qui est dégagé, donc mhm, pas sous un arbre, sous un obstacle. Donc c'est vraiment quelque chose de dégagé, faire décoller du sol mhm, ou alors d'une table. Il faut que ce soit assez plat, pas que ce soit trop de biais ou penché. mhm. Comme ça, au moins, le drone il est vraiment plat et puis il n'y a pas de risque que les hélices se prennent Oui, dans la table, par exemple. ok, ouais. Ok, maintenant j'aimerais revenir un peu à le plaisir que tu ressens à faire du drone, parce que c'est un outil qu'on utilise en professionnel, beaucoup. Mhm. Mais est-ce que toi, tu l'utilises beaucoup en professionnel ou plutôt pour toi, Moi, j'utilise plus en privé, en juste privé? par plaisir de voler et puis de découvrir le monde différemment. D'accord. Et est-ce que tu trouves que le drone, parce que là on parle un peu comme si c'était un accessoire, mais là on parle de passion. Est-ce que le drone a changé quelque chose en toi? Bah, il m'a appris pas mal de choses, comme garder mon sang-froid, parce qu'il y a des moments où j'étais dans des situations où j'aurais pu avoir des problèmes, mais le fait d'avoir gardé mon sang-froid et d'avoir réussi à contrôler ça avec les différents vols que j'ai pu faire, Mhm. bah, c'est quelque chose qui m'a, même dans la vie de tous les jours maintenant, en fait, je me rends compte qu'il y a des situations où je me dis que c'est pas grave, je stresse moins et j'arrive mieux à contrôler ce stress. Des gens qui ont des problèmes avec la pression, tu penses que tu leur recommanderais peut-être de tester l'expérience? Ça leur correspondrait peut-être pas, mais est-ce que l'expérience en vaut le coup? Oui, Oui. totalement. Mhm. Parce que tu m'avais parlé de découverte la première fois que tu es mouette, après une redécouverte. Et c'est là où, en fait, où tu as vu un changement qui t'a donné envie de redécouvrir avec le FPV. Exactement. Ouais. Et après le passage au FPV, ça a aussi fait un changement en toi? Le passage au FPV, en fait, c'est le côté où justement il faut avoir beaucoup plus d'attention pour ce qu'on est en train de faire, parce que vu on voit par la caméra, bah, tout le reste est invisible en fait. Donc il faut vraiment être beaucoup plus concentré et il faut être attentif à ce que les gens autour de nous disent, de s'il y a un avion ou ce genre de choses. Et je me souviens justement, le premier vol que j'ai fait, c'était avec mes parents. Et on avait été dans un endroit qui était très dégagé, où il y avait juste un arbre, et puis il y avait des lignes à haute tension, mais elles étaient assez éloignées. Mhm. Et au moment où j'ai décollé, je me suis amusé à faire un peu la découverte du drone, comment il fonctionnait, de changer les modes et tout ça. Étant atteinte de TDAH, donc c'est du trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité, bah, j'avais un peu ce côté où j'étais tellement dans la vision de mon drone que je faisais pas attention à ce qu'il y avait autour. Et heureusement que c'était mes parents qui étaient là à ce moment-là et personne d'autre, parce qu'eux, ils me connaissent très bien. Et du coup, ils me faisaient vraiment plein de petites remarques en mode fais attention, il y a ça, même s'il est trop loin, fais attention à l'arbre, fais attention aux lignes, fais attention au bâtiment. Alors que ils étaient très loin, mais mes parents, ils savaient qu'il fallait qu'ils gardent cette attention sur moi. Et moi, ça m'a rendu compte de ça, en fait. Que j'avais tendance un peu à juste vouloir m'amuser, puis à plus faire attention à rien, à Mhm. cause du TDAH, justement. Et le fait d'avoir ce soutien, bah, ça m'a permis de me dire, ok, là, il faut vraiment que je me concentre. Et ça m'a amené quelque chose, même dans la vie de tous les jours, sur la concentration, où des fois, quand je vois par moi-même que je commence à aller un peu à droite et à gauche, bah, j'entends la petite voix de mes parents, fais attention, et ça me recadre, et puis je me dis là, il faut que je me refocus, et puis il faut que je continue. Super intéressant. Est-ce que quand tu as fait ton premier vol pour un permis à Bienne, est-ce que tu as déjà vu les prémices de ça? Est-ce que tu as ressenti que ça allait t'améliorer quelque chose dans ce que tu es? Alors non, quand j'ai été faire le permis à Bienne, moi tout ce que je me suis dit c'est cool, ça me fera un papier en plus. Donc j'étais vraiment là dans cette optique juste d'un point de vue professionnel en fait. Je m'attendais pas à découvrir cette passion par la suite et de découvrir un nouveau monde et puis de surtout découvrir le drone FPV et toutes les possibilités qui s'ouvrent à moi en fait. D'accord. Et tu n'as pas imaginé que ça pouvait améliorer, faire ce changement en toi? Absolument pas. Non. Donc ça a été une belle découverte. Oui. Est-ce que dans l'avenir, tu vas faire quelque chose de plus avec ce drone? Là jusqu'à maintenant, je peux voler avec des drones de 25 kilos, mais il y a un permis qui permet de dépasser ce niveau justement, qui est le permis spécifique. Et ça, c'est des tests qu'on doit aller faire à Berne, si je me trompe pas. Et ça, c'est sur une journée où on fait justement des tests, je crois que c'est des QCM. Et ça, c'est peut-être quelque chose que je ferai par la suite. Ça t'intéresse d'aller au-dessus du 25 kilos? En dessous du 25 kg et surtout de pouvoir piloter sans forcément devoir toujours garder mon drone à l'œil. Et du coup, quel genre d'appareil fait plus de 25 kilos? Moi, c'est la question que je me pose. Il y a des gros drones militaires. Ça permet aussi de pouvoir mettre des caméras dessus. Donc c'est pas forcément le drone en lui-même qui pèse plus de 25 kg, mais c'est le fait de rajouter des caméras dessus. Donc, on part toujours sur le côté audiovisuel là. Exactement. Donc, un drone de moins de 25 kilos n'a pas une caméra
qui est fixée dessus. C'est une caméra embarquée liée au drone. Oui, il y a une caméra embarquée liée au drone, mais suivant ce qu'on veut faire, pour avoir une meilleure qualité ou avoir des angles différents, on peut, suivant le drone qu'on a, rajouter une caméra comme une GoPro ou une caméra même professionnelle, comme au cinéma par exemple. Et là, du coup, ça nécessite d'avoir justement ce permis spécifique. Ok, donc toi, ça t'intéresserait potentiellement d'être opératrice drone Ouais. dans le secteur. Mhm. Tu penses quoi dans l'avenir? Tu vas rester plutôt dans nos montagnes ou aller voir un peu partout dans le monde pour faire cette activité? J'adore voyager, donc je pense que je vais quand même commencer dans les montagnes. Mhm. Et puis par la suite, j'irai découvrir le monde. Tu iras découvrir le monde. Exactement. Tu voyageras avec une très grande valise pour pouvoir y mettre un drone de 50 kilos. Oui. Si quelqu'un qui nous écoute veut faire un permis pour drone pour moins de 25 kilos, moins de 250 grammes, ou faire quelque chose de plus loin, qu'est-ce qu'il doit aller faire en premier? Alors moi, la chose que je conseille, c'est d'aller sur le site de la Confédération suisse, donc le site de l'OFAC, qui est l'Office fédéral de l'aviation civile. Et là, vous allez avoir tous les renseignements de comment il faut passer l'examen, toutes les lois qui sont actuellement en vigueur pour les drones. Je pense que c'est la meilleure chose à faire. Voilà, merci Cynthia pour ce moment, et puis merci pour toutes ces informations sur le drone. Avec plaisir. Très bonne journée à tous. Au revoir.